Tu viens de visiter un bien que tu trouves super intéressant et tu veux vite faire une offre? Alors attends, ne te précipite surtout pas. Il y a des documents que tu dois absolument vérifier avant de signer quoi que ce soit. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu veux acheter un bien immobilier rentable sans te rendre compte que, une fois que tu as signé, tu viens en fait de t'engager dans un nid à complications infernales. Tout ça parce que t'as pas vérifié des simples documents basiques à demander au vendeur. Il y a vraiment des papiers à vérifier après avoir fait la visite et avant de commencer à négocier et de faire une offre. Le problème, c'est que tu te dis que la visite suffit, t'as déjà fait tes calculs de rentabilité sur Excel, tout est ok, tu te dis bah c'est parti, on va commencer à négocier, alors que pas du tout, il y a une troisième étape hyper importante, c'est un peu le triptyque magique avec les trois, c'est de s'assurer que toutes les hypothèses de base sont correctes, que la taxe foncière c'est bien la bonne, que les charges de copropriété c'est bien les bonnes, c'est un peu la partie chiante administrative, mais on est obligé d'y passer. Si tu ne me connais pas, à 26 ans et en moins de 3 ans, j'ai acheté 4 biens immobiliers qui me rapportent aujourd'hui un SMIC net par mois, alors que je partais de zéro, et pour te prouver que ce n'était pas un hasard et que n'importe qui aurait pu le faire sur cette planète, j'ai décidé de me lancer le challenge en 2025 et en 2026 de te montrer en partageant mon écran en direct comment acheter un bien rentable qui va me rapporter 300 € net par mois en location longue durée en plus. On va utiliser la méthode de la location asymétrique. Si tu veux plus d'informations, le lien est en description. Je vais te montrer toutes mes démarches en direct et on ne s'arrêtera pas tant qu'on n'a pas signé chez le notaire. C'est la seule et unique série sur le YouTube qui te dévoile tout comme ça en toute transparence et donc actuellement on est à l'épisode 7. Les autres épisodes sont en description. C'est parti, on perd pas plus de temps. Alors effectivement, là ce chapitre c'est pour vérifier la partie administrative, un peu la paperasse finalement, histoire de faire un très bref rappel des épisodes précédents. On avait fait notre stratégie, on avait recherché des biens, on avait calculé les rentabilités, on les avait visités. À chaque fois en plus, je ferai plein de cadeaux dans les anciennes vidéos, donc n'hésite pas à aller les voir. Et là maintenant, la rentabilité, elle est ok. La visite, elle est ok. Il faut vérifier tous les papiers avant de commencer à négocier. Pour rappel, c'est ce bien-là, qui était à ce prix-là, à Malakoff, ici. Si tu veux savoir bien évidemment comment on est arrivé à ce résultat à cet appartement ici, c'est expliqué dans toutes les autres vidéos. Alors le premier point à vérifier, c'est les charges de copro. Pour rappel, on touchait les 12% de rendement net de trésorerie, sauf qu'en fait ça, bien évidemment, ça prend totalement en compte les charges de copro. C'était ce qu'on avait mis dans ce tableau supercalculateur de rentabilité qui d'ailleurs était offerte dans cette vidéo que je te mets là. Donc forcément, si cette case est fausse, si ce nombre est faux, on va avoir une rentabilité totalement différente à la fin. Sachant que, attention, c'est un gros piège, les charges de copro, parce que quelquefois, alors c'est rare, mais quelquefois, je suis quand même tombé sur des agents immobiliers qui m'annoncent des charges de copro répercutables sur le locataire, donc environ 70% des charges de copro, parce qu'ils savaient que je voulais faire un projet locatif, et donc ils ont estimé que ça valait le coup de pas me dire les 100% et juste les 70% à peu près reportables sur le locataire. Et donc ça, bien évidemment, c'est un gros piège, si j'avais pas pris le temps de vérifier derrière les charges de copro, je me serais fait avoir et j'aurais pas du tout obtenu la rentabilité prévue. Donc là, bien évidemment, on marque le total des charges de copro, on fait pas la différence entre reportable sur le locataire ou non. Donc pour ça, on le demande au vendeur, on le demande à l'agent immobilier, par mail, par téléphone, peu importe. J'ai demandé du coup le relevé de copro pour cet appartement de Malakoff, donc ça ressemble à un document comme ça, alors pour vous il y a beaucoup de choses qui sont floutées forcément, et ça décrit forcément du coup les tantièmes qu'on détient, donc le pourcentage de la copropriété qu'on détient, et donc les charges de copro qu'on va payer. Donc ça c'est vraiment le document que j'ai demandé à l'agence immobilière. On voit que c'est 202 € par trimestre, donc si on fait x4 ça fait 810 € à peu près de charges de copro. L'agence immobilière nous avait dit 850, peut-être qu'il y a eu une régularisation ensuite, mais en tout cas c'est bon, le nombre est bon. Donc les charges de copro c'est ok, on peut passer au document suivant. Le document suivant il va très souvent avec les charges de copro, c'est un indétrônable à vérifier tout le temps, bien évidemment la taxe foncière. Nous on avait mis 450, c'est ce que nous avait dit l'agent immobilier, et on voit sur le relevé de taxe foncière de ce bien qu'on est à 431, donc c'est même un tout petit peu en dessous, donc tant mieux. Également, ce point-là est validé, du coup, on peut passer au suivant. Typiquement, dans toutes les sessions plan d'action que je fais et que j'offre pour aider les débutants à se lancer, très souvent, je tombe sur des personnes qui n'ont pas forcément pris la peine ni le temps de vérifier les charges de copro et la taxe foncière, alors que pour moi, c'est vraiment un indétrônable. C'est les deux points à vérifier à la seconde où on clique sur une annonce immobilière, on vérifie déjà ces deux points-là. S'ils sont élevés, ça sert à rien de continuer derrière. Même si l'appartement il est beau, il correspond à votre appartement de rêve, si les charges de copro elles sont trop élevées avec la taxe foncière, vous serez jamais rentable derrière. Donc vraiment, c'est quasiment les deux points à vérifier instantanément dès qu'un appartement nous intéresse en réalité. Alors le point suivant, c'est les PV d'AG, les procès-verbaux des assemblées générales. Une fois par an, minimum, les copropriétaires se réunissent pour décider ensemble des décisions à prendre sur la suite de la copro, est-ce qu'il y a des travaux à faire, est-ce qu'il faut changer quelque chose, etc. C'est super important parce qu'on apprend plein de choses dans les PV d'AG. Moi je recommande en général de lire les 3 dernières années, donc on demande au vendeur ou à l'agence immobilière les 3 dernières années, et ça permet de voir s'il y a des travaux qui vont arriver, par exemple un gros ravalement qui va vous coûter bien cher, si il y a un fou dans la copropriété qui rend la vie infernale à tous les autres copropriétaires. Comment ça se passe aussi, juste au niveau de la copro et du syndic, est-ce que tout le monde s'entend bien, est-ce que le syndic est réactif, c'est super important, vraiment vous avez l'historique par écrit de ce qui se passe dans la copro, on va clairement pas s'en priver. Et donc pour cet appartement de Malakoff, ça donne quoi? Donc je les ai demandé, ces historiques des assemblées générales, je vais vous montrer comment ça se lit. En fait il y a des ordres du jour, donc des décisions sur lesquelles on va devoir débattre en assemblée générale. Le début c'est toujours pareil, si on élit un président de séance, un scrutataire, des secrétaires, ça c'est vraiment
vraiment l'aspect formalité qui sert à rien, c'est juste pour que les personnes signent à la fin, comme quoi tout s'est bien passé et qu'on est d'accord avec le compte rendu. On approuve les comptes, ça c'est pareil, si on fait des petites régularisations des charges de copro, si on en a trop payé, pas assez, etc. On renouvelle ou pas le contrat du syndic, est-ce qu'on le change, est-ce qu'on garde le même, et ainsi de suite. Pareil pour le montant des marchés, souvent pour chaque type de travaux à faire, de devis, le syndic se prend une petite commission, donc ça on le valide ensemble. Et ensuite c'est là que ça commence, donc là on voit que au programme, il va falloir débattre des travaux de reprise de la toiture causant des infiltrations chez Madame X. Donc ça c'est pareil, c'est un point à creuser, on va demander à l'agence immobilière, aux vendeurs où est-ce qu'ils en sont, est-ce que c'est des frais que va payer uniquement la propriétaire, est-ce que c'est toute la copro qui va les payer? Oui, ça va probablement être toute la copro. Où est-ce qu'ils en sont dans les travaux? Il n'y a pas de souci à acheter un bien sur lequel ils ont déjà fait des travaux et donc c'est l'ancien vendeur qui a tout payé. Par contre, si vous vous sentez qu'il y a énormément de travaux qui arrivent, bah forcément c'est un peu à mettre dans les business plans des tableaux Excel, est-ce que ça va me coûter de l'argent ou pas? Là par exemple, ils veulent faire un diagnostic amiante, un contrôle électrique des parties communes. Donc ça c'était le sommaire et juste en dessous il y a le détail à chaque fois avec le texte, les montants. Donc là typiquement pour ceux PV d'AG, enfin même les 3 derniers de cette copro, j'ai rien trouvé d'alarmant. Il n'y a pas de gros travaux qui sont prévus, juste de la petite maintenance, un portail qui est cassé, qu'il faut réparer, des ampoules de l'entrée à changer. Le même budget travaux, le même budget syndic sur les 3 dernières années, vraiment c'est une copro stable dans laquelle il se passe plutôt rien, à part la fuite du toit comme on a vu mais qui semblait être résolue. Donc là-dessus, bah tout est ok, on va pouvoir passer au point suivant. Alors le point suivant c'est les convocations AG. Ouais bon, c'est quasiment pareil que les PV d'AG. Les PV c'est les procès-verbaux, donc c'est les résultats, les comptes rendus. Et juste avant il y a les convocations. Alors c'est assez similaire en général, c'est juste dans les procès-verbaux d'AG, du coup on approuve ou non les comptes qui ont été proposés dans la convocation. La convocation, elle contient des annexes un peu plus épaisses, un peu plus lourdes, avec vraiment le détail de chaque euro, à quoi il a servi dans la copro. Donc pour voir si la copro est saine financièrement, vous trouverez beaucoup plus de détails dans les convocations. Et donc c'est pareil, je l'ai demandé ici pour cet appartement. Vraiment on trouve au centime près le détail du changement du code de l'immeuble, de la consommation d'eau, où est-ce qu'on en est dans la trésorerie, les créances, les dettes auprès de tel artisan, où est-ce qu'on en est dans le paiement de telle facture. C'est chiant à vérifier, bon au moins jeter un coup d'œil. Moi je perds pas trop de temps dessus honnêtement parce que je sais que mon notaire vérifie plutôt très bien ça. Sinon peut-être demander à ChatGPT, vous mettez le document dedans et puis vous regardez ce que ça en sort. Bon en tout cas je l'ai parcouru dans les grandes lignes, il n'y a rien d'alarmant. Typiquement pour l'année N-1, N+1, N+2, aussi bien au niveau des charges que des produits, donc des revenus. C'est très stable donc il n'y a rien d'alarmant. Et donc il n'y a pas de souci, on peut continuer et passer au prochain point. Alors ensuite il y a un document que j'aime bien demander, que beaucoup de personnes oublient, alors je trouve que c'est quand même une mine d'informations. C'est le carnet d'entretien de la copro. En fait, tous les contrats de prestataires avec les jardiniers, avec l'électricité, avec le ménage, etc. Bref, l'entretien de la copro se trouve dans un carnet résumé qui s'appelle le carnet d'entretien de la copro. Ça, c'est pareil, c'est un excellent document pour voir comment se tient la copro. C'est pareil, on continue cette série donc avec l'exemple de l'appartement de Malakoff. Donc je l'ai demandé, ce carnet d'entretien. Et donc on voit par exemple le contrat auprès d'Orange pour la fibre optique, les espaces verts, le contrat de ménage, le contrat de désenfumage, la protection juridique. Bref, tout est ok là-dessus. Là, ce que j'ai envie de dire pour ce document, c'est surtout l'existence et la tenue à jour de ce document plutôt que le fond. Bon, le fond en réalité vous pouvez rien faire si tel prestataire a été choisi plutôt qu'un autre, mais ça permet de mesurer le sérieux, l'exigence, la rigueur du syndic, tout simplement. Alors ensuite on va passer au point suivant qui est le plus important de tous les documents à vérifier. Juste avant qu'on le voit, je voulais te dire que si tu veux savoir comment, en partant de zéro, devenir investisseur rentable à 8% net par an en 2026 grâce à la méthode de la location asymétrique dont on voit seulement quelques extraits en réalité, tu peux réserver gratuitement une consultation de 20 minutes avec moi. Je fais ça pour aider les débutants à se lancer. Donc si t'es intéressé, clique sur le lien en description. Et donc forcément le point le plus important c'est quoi? C'est le dossier de diagnostic technique. Donc c'est bien évidemment le plus connu, le DPE, mais aussi la loi Carrez, le rapport électrique, vous pouvez pas mettre des appartements en location si l'électricité n'est plus aux normes, l'amiante, le gaz, le plomb, les risques, bref c'est un gros pavé qui est obligatoire, qu'on vous fournit à la vente, enfin pour vous à l'achat, et ça permet vraiment de faire un check ultra complet du bâtiment. Ça c'est vraiment à lire de manière assez rigoureuse. Donc je l'ai demandé et on va voir ce que ça donne pour cet appartement. Alors c'est à cette tête là, donc dossier de diagnostic technique. Toujours dans la première page, il y a une synthèse si vous ne voulez pas tout lire. Donc on voit que là ils ont fait un constat amiante, un constat thermite, un certificat de superficie, donc c'est ça la fameuse loi Carrez, le plomb et le diagnostic électricité. On trouve pas le DPE là-dessus, tout simplement parce que vu qu'il n'a pas de chauffage installé fixe, c'est qu'un chauffage mobile que le vendeur proposait, il a le droit de ne pas faire de DPE. Alors je vous rassure, il n'y a pas de bonne surprise dans ce monde, c'est juste que le DPE est très souvent catastrophique, il est que de G, il n'y a aucune chance qu'il soit de F. C'est dommage parce qu'en plus en général dans les DPE, il y a aussi marqué le détail des travaux. Alors moi je suis revenu plus tard avec des artisans qui m'ont fait des devis en direct, donc il n'y a pas de souci. Mais souvent en tout cas la partie sur la lettre du DPE est super intéressante. Regardez du coup j'ai pris le DPE d'un de mes autres appartements
qui lui avait une lettre quand je l'ai acheté. Donc on voit le détail de la lettre et surtout les travaux à faire derrière. Donc on voit le schéma de déperdition de la chaleur, l'isolation, les travaux recommandés pour améliorer le DPE. Et donc si on fait les travaux recommandés, ce que ça nous permettrait d'atteindre comme lettre. Donc là du coup on n'a pas de DPE détaillé pour cet appartement de Malakoff, mais c'est pas grave. Donc là on peut parcourir toutes les pages qu'il y a derrière si vous voulez. Il y en a quand même 57. Bon, vous inquiétez pas, j'ai déjà tout vérifié, mais avec vous pour simplifier, on va lire juste la synthèse. Donc l'amiante, on est ok, il n'y a pas de matériaux à amiante. Les termites, c'est ok, la superficie totale, il fait un peu moins que 17 mètres carrés. Bon, dans l'annonce, il y avait marqué quand même 17 mètres carrés. Là, il fait 16,49. Moi, j'aime pas trop, ça me saoule quand ils arrondissent vraiment à l'entier supérieur. Là, il y a un demi-mètre carré en moins. Donc au prix du mètre carré, ça fait quand même quelques milliers d'euros en d'économie. Donc bon, on se note, je suis quand même très intéressé par cet appartement, mais on va peut-être en servir comme argument de négociation, donc c'est bien de l'avoir vu et de l'avoir vérifié. Le plomb. Alors très souvent dans les vieux immeubles, il y a du plomb partout forcément. Là si on va dans le détail, ça donne quoi? Comment ça se lit? En fait c'est 4 niveaux, donc classe 0, classe 1, classe 2, classe 3. Classe 2 et 3 c'est les plus dangereux. Bon là on voit qu'on est à 0%, il y en a un tout petit peu classe 1, mais rien d'alarmant tant qu'on lèche pas la partie en plomb. Donc là-dessus c'est bon. Par contre derrière la partie électricité, je crois qu'elle est catastrophique et puis c'est ce qu'on avait vu dans les anciens épisodes de toute façon. Les photos c'est horrible. L'artisan, ce qu'il m'a dit, le devis à faire, également il est très chargé. Je l'avais pour 4000 € à peu près de travaux d'électricité à refaire, donc bon c'est cohérent avec ce qui est marqué ici, comme quoi il y a des anomalies, oui c'est le cas de le dire. Et si vous voulez le détail, bien sûr, vous lisez plus loin ce qui est marqué dans le document. Là c'est, il y a une broche de terre qui n'est pas reliée à la terre, des matériaux manquants ou détériorés, etc. On n'hésite pas aussi à envoyer ce rapport à l'artisan pour qu'il mette à jour son devis, bien sûr. Donc bon là, à part du coup les gros travaux d'électricité, d'isolation à refaire, du coup pas de mauvaise surprise, en tout cas on était au courant qu'il y avait tout ça à refaire, donc c'est cool, on peut continuer. Sachant que bon du coup vu que c'était électrique, il n'y a pas de gaz, pas besoin d'un rapport pour voir comment se trouve l'installation au gaz, puisqu'il n'y en a pas. Keres on l'a vu, DPE, il n'y en a pas, donc il est G, donc il est très mauvais, et il y a toute l'isolation à refaire. Électricité on est bon, amiante on est bon, plomb on est bon, et le risque, je sais plus si je voulais montrer, c'est un document qui reprend en fait tous les risques qui se trouvent dans la région du bien que vous achetez. Donc au niveau du bruit, si c'est ok, au niveau de la sismicité, donc les tremblements de terre si c'est ok, le radon, donc c'est un gaz radioactif qu'on trouve partout en France, si c'est ok, au niveau des inondations, le risque industriel, enfin bref, de toute façon, si vous achetez dans une ville qui n'est pas une grosse ville industrielle avec plein d'usines, bon, en général, il n'y a pas trop de risques, mais ça reste quand même super important de vérifier. Donc là, on voit qu'il n'y a pas trop d'exposition, à part au risque sismique. Bon, ça, c'est le niveau 1, donc c'est le niveau classique en France, j'ai envie de dire. Le radon, c'est pareil. Juste un petit peu de sol argileux, c'est-à-dire qu'en cas de construction ou de modification du bâti, il va falloir faire une étude géotechnique. Bon, c'est à prendre en compte, mais c'est pas alarmant. Et donc, tous ces points sont ok. On peut passer au point suivant, il en reste plus que 2, on y est presque. Le point suivant, c'est le PLU, le plan local d'urbanisme. En fait, c'est les règles qui dictent comment la ville va être aménagée. Est-ce qu'à tel endroit on met des commerces, des habitations? Est-ce qu'on a le droit de faire du Airbnb? Vous commencez à comprendre d'où je veux en venir. En tout cas, dès que vous commencez à avoir des projets qui sortent un tout petit peu de la normale, donc des constructions, des divisions de maisons, d'appartements, du Airbnb, il faut absolument vérifier le PLU, le plan local d'urbanisme de la mairie, de ce qu'elle propose, si vous avez le droit de faire ça ou non. Pour ça, il y a plusieurs manières. Premièrement, on demande à la mairie, par mail, par téléphone, de nous envoyer le PLU. Ou alors, il y a un site, sinon, qui permet de voir directement tous les PLU. C'est géoportail-urbanisme.gouv.fr. Donc là, si on met la ville de Malakoff, à gauche, on a tous les documents d'urbanisme qui sont affichés, qui sont publics. Moi, de toute façon, j'achète un appartement classique d'habitation que je vais aussi mettre en location classique d'habitation. Donc, j'ai aucun intérêt, a priori, à regarder le PLU. Donc, c'est vraiment pour ça que je l'ai mis entre parenthèses ici. Moi, j'ai aucun intérêt à le creuser. Surtout que c'est des dizaines et des centaines de pages de documents qui sont lourds à lire. Après, bon, c'est important à prendre en compte. Et enfin, le dernier point qui rejoint un peu le PLU, même si c'est pas exactement la même chose, c'est la réglementation Airbnb. Ça, c'est super important si vous voulez faire de la location courte durée derrière, même ne serait-ce qu'un seul jour. Dès que ce n'est pas votre résidence principale, vous devez vous plier aux lois. Et la loi, elle est très complexe. Alors, dans les très grandes lignes, je vais pas rentrer dans les détails ici, mais en gros, il faut que la ville soit OK pour que vous puissiez faire du Airbnb, la location courte durée. Également, la copro soit OK. Il y a ces 2 points à vérifier. Peut-être que parfois, il y a des changements d'usage à faire, un mécanisme de compensation, bref. Je vais pas rentrer dans les détails ici. Si vous voulez faire en tout cas du Airbnb, prenez une consultation avec moi, avec le lien en description, comme ça au moins je vous expliquerai tout directement dans la consultation, gratuitement, en plus du plan d'action qui est offert. Moi, vu que je vous promets dans cette série qu'on va réussir à gagner nos 300 € net par mois en location longue durée, et pas en Airbnb, j'ai pas d'intérêt à vérifier ça, sachant qu'il y a une petite faute bien évidemment. Voilà. À chaque fois, ça a été appuyé d'exemples, des vrais exemples de l'appartement de Malakoff, dont on a calculé la rentabilité, qu'on a prospecté, sur lequel on a calculé la rentabilité, sur lequel on a fait la visite, et maintenant on a vérifié tous les documents
document et il coche toutes les cases, donc c'est parfait. On peut continuer cette série. Déjà l'épisode 7, ultra complet, hein, je rappelle, c'est la seule série sur le YouTube français qui vous en dévoile autant gratuitement, en toute transparence, en vous montrant tout de A à Z. Si vous avez des questions ou vous voulez qu'on voit des points particuliers, dites-les moi en commentaire. Et abonnez-vous, bien évidemment, pour ne louper aucun épisode de cette série, pour voir où est-ce qu'on arrivera à la fin, est-ce qu'on arrivera à acheter cet appartement ou non. En tout cas, si cet épisode t'a plu et si cette série te plaît, like la vidéo, abonne-toi, dis-moi en commentaire ce que t'en as pensé. Et bien évidemment, si tu veux ton plan d'action offert par un multi-investisseur locatif gratuit juste pour toi, clique sur le lien en description et réserve ton créneau. Pour finir, c'est comme toujours, soit tu travailles toute la semaine pour payer ton loyer, soit tu décides de devenir celui qui encaisse les loyers. C'était Adam Willy, à bientôt. Attends, c'est pas fini. Si vraiment tu veux progresser en immobilier, regarde une de ces 2 vidéos et abonne-toi.